La situation actuelle, avec la guerre entre l'Iran et les États-Unis, d'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, il semble que Donald Trump et les membres de son administration soient en quelque sorte divisés. Certains d'entre eux, la plupart même, ou du moins ceux qui soutiennent Donald Trump, la famille Adelson et d'autres, poussent Donald Trump à attaquer à nouveau l'Iran. Ce sont les fuites venues de Washington qu'on a apprises il y a seulement quelques heures. Et puis, de l'autre côté, il y a la question de l'économie et la manière dont le secrétaire au Trésor américain essaie de faire pression sur l'économie iranienne. Et voici ce que Scott Bessent a déclaré à propos de leur stratégie. Et dans le pays, nous travaillons avec nos alliés du Golfe qui, après avoir essuyé des tirs pendant près de 40 jours, sont désormais beaucoup plus disposés à partager les comptes bancaires des membres du régime iranien présents chez eux. Nous contactons également les banques, y compris les banques chinoises, pour leur rappeler que tout bien iranien, ainsi que tout achat de ces biens, est interdit. Nous précisons aussi que les dollars utilisés seraient sanctionnés et que nous n'hésiterons pas à imposer des sanctions secondaires en cas de problème. Alors le Golfe. Oui, une partie de tout ça, c'est ce qui se passe, par exemple, avec le cas des Émirats arabes unis. Les Émirats semblent avoir décidé, ils ont annoncé qu'ils avaient décidé, de quitter l'OPEP, ce qui d'une certaine manière viserait à aider Donald Trump et son administration. D'un autre côté, Donald Trump affirmait que si l'Iran ne pouvait plus exporter son pétrole, alors leur puits allait exploser et que tout serait dévasté en Iran. Et voici ce que le président du Parlement iranien a publié hier. Il a dit « 3 jours se sont écoulés, aucun puits n'a explosé. On va prolonger jusqu'à 30 jours et diffuser le puits en direct ici. » Et c'est ce genre de conseil absurde que l'administration américaine reçoit de gens comme Scott Bessent, qui a aussi défendu la théorie du blocus et fait grimper le prix du pétrole à 120. Prochaine étape, 140. Le problème, ce n'est pas la théorie, c'est l'état d'esprit. Richard, je vais commencer avec vous et avec votre compréhension de cette tentative de mettre la pression sur l'économie iranienne. Scott Bessent l'a dit. Et même avant le début de cette guerre, avec les manifestations en Iran puis les émeutes, tout tournait déjà autour de cette idée. Exercer une forte pression sur l'économie iranienne, la fragiliser de l'intérieur, puis faire tomber le régime iranien, le soi-disant régime. Quelle est, selon vous, la situation actuelle? Parce qu'on a l'impression qu'il parle de l'économie iranienne, comme si ce blocus offrait une sorte de nouvelle opportunité à l'administration Trump. Ce qui n'est pas du tout le cas, quand on regarde par exemple ce qui se passe entre l'Iran et le Pakistan. Le Pakistan a ouvert 6 lignes de communication à travers son territoire. Les tankers vont au Pakistan, puis traversent le pays par voie terrestre jusqu'en Iran. Voilà la réalité de ce qui se passe avec ce blocus. Quelle est votre lecture, Richard? Bon, laissez-moi commencer par un commentaire encore plus fort sur Scott Bessent que ceux que j'ai faits jusqu'ici. Au-delà de la gêne qu'il provoque, sa soumission totale à chaque caprice de M. Trump, c'est clairement ce qui lui a valu son poste. Rien d'autre ne peut l'expliquer. Et prendre au sérieux chacune de ses déclarations, franchement, c'est une perte de temps. Il n'y a rien derrière, juste du vent. C'est le même vent qu'il copie chez M. Trump. Beaucoup de menaces, beaucoup d'avertissements catastrophiques, mais très peu d'actions. Il faut se souvenir que M. Trump pensait pouvoir régler le problème de l'Iran en un jour ou en une semaine. Il allait le faire juste après son élection, dans le cadre de sa promesse de plus de guerre. Tout ça, c'était du vent. Tout ça s'est révélé aussi bidon
qu'un billet de 4 dollars américains. Et pour ceux qui ne voient pas la blague, c'est drôle parce que ça n'existe pas. C'est pareil avec M. Besson. Il dit qu'il va boycotter. Et on a prévenu les banques chinoises. Je suis sûr que les pauvres banquiers en Chine tremblent de peur parce que Scott Bessent et Donald Trump ont menacé. Vous savez combien de menaces contre la Chine ils ont lancées en 1 an et demi? 50. Et presque toutes ont été retirées ou n'ont jamais eu le moindre effet. Aucune réalité au-delà des mots. Bon, maintenant, parlons de la situation actuelle. Les États-Unis ont garanti à tout le monde, et surtout à eux-mêmes, qu'ils pouvaient régler le problème de l'Iran avec une petite guerre rapide. Vous savez, comme la guerre de 12 jours, en juin dernier. Ils pensaient qu'ils pouvaient y aller, assassiner un dirigeant politique ou religieux, l'ayatollah Khamenei, par exemple, et que le gouvernement s'effondrerait. L'Iran, selon eux, se diviserait alors en 5 pays, chacun rattaché aux États du Golfe, dirigés par des responsables locaux choisis par les États-Unis. Et peut-être que la Grande-Bretagne aurait droit à un petit morceau, en l'honneur de la visite du roi Charles. Voilà le niveau de mentalité auquel on a affaire ici. Et bien sûr, comme beaucoup de leurs rêves, tout ça s'est révélé irréalisable. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas compris la situation. Ils n'ont pas saisi la puissance des drones iraniens, ni celle de leurs missiles. Ils n'ont pas compris non plus l'importance de la mer Caspienne, ni du corridor qui permet à la Russie et à l'Iran de circuler entre eux sans traverser aucune autre frontière nationale. Personne ne se rend forward. On ne sait même pas ce qu'ils ont construit là-bas pendant les dernières années de leur relation. Et souvenez-vous, la Chine a une frontière encore plus longue et sans surveillance avec la Russie. Donc, la Chine, qui est le colosse mondial de la production industrielle, plus importante, selon Paul Krugman, que la base manufacturière des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie réunies. Bon, donc vous avez la plus grande capacité industrielle du monde en Chine, qui peut facilement tout acheminer vers la frontière russe, puis tout faire descendre par la mer Caspienne jusqu'à Téhéran, qui est tout près de la mer Caspienne. Voilà, c'est ça l'idée. Ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas... Stop, tout ça c'est du cinéma. Et c'est du cinéma pour des gens qui n'ont jamais regardé une carte, qui ne comprennent rien à la géographie du coin, ni à quoi que ce soit d'autre. Voilà pour le premier point. Maintenant le deuxième, un sujet majeur dans l'actualité, et vous l'avez mentionné, c'est la décision des Émirats arabes unis de quitter l'OPEP. C'est très important. L'OPEP était une organisation solide, essentiellement dirigée par l'Arabie saoudite, les autres pays suivant le mouvement, dans le but de contrôler le marché, au moins dans une certaine mesure. Ce que cela signifie, c'est que l'Arabie saoudite, qui est la plus touchée par cette décision, se retrouve beaucoup plus affaiblie dans sa capacité à contrôler le marché mondial du pétrole. Et c'est important, non seulement parce que cela complique la vie de l'Arabie saoudite, mais aussi parce qu'elle ne peut plus vraiment maîtriser la situation. Tout le monde va désormais dépendre de manière inquiétante de ce que les Saoudiens, dans leur désespoir, pourraient décider de faire. Eh bien, je ne suis pas dans le secret, mais voilà ce que je pense. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, comme la plupart des pays du Golfe, ont pris leurs avoirs en dollars et n'ont pas seulement acheté des bons du Trésor américain, des actions et des obligations américaines. En voulant aller plus loin, ils ont utilisé ces actions et ces obligations comme levier, autrement dit, comme garantie pour contracter d'importants prêts. Ce qui, à ce niveau de business, est tout à fait normal. Michael connaît très bien ce genre de montage. Ils finançaient ainsi un rôle toujours plus grand pour eux-mêmes dans tous leurs projets. Et n'oubliez pas, ils veulent qu'Abu Dhabi devienne le centre mondial de la finance et de la richesse. Ils ont des dettes énormes, ils doivent les rembourser. Et pour ça, il leur faut des revenus pétroliers.
Et il leur en faut maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Maintenant. Sinon quoi? Eh bien, ils vont peut-être devoir vendre leurs actifs en dollars aux États-Unis. Et pour autant que je sache, ils l'ont peut-être déjà fait. Which, for all I know, they have already done. They're desperate. Even if they haven't done it, they're desperate. Ils sont désespérés. Même s'ils ne l'ont pas encore fait, ils sont désespérés. Et je pense que ce qu'ils font, c'est regarder le secteur pétrolier et se dire qu'on ne reverra plus jamais des prix du pétrole aussi élevés. La transition vers des énergies non pétrolières va être fortement accélérée par tout ce qui se passe en ce moment. Alors, la meilleure idée, c'est celle-ci. Vendre autant de pétrole que possible, tant que les prix restent hauts. C'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire en étant membres de l'OPEP. Et c'est ce qu'ils peuvent faire maintenant s'ils n'en font plus partie. Si je comprends bien, leur capacité de production est supérieure de plusieurs millions de barils par jour à ce qu'ils vendent actuellement. Donc ils peuvent vendre beaucoup plus, profiter de ces prix élevés, engranger un énorme bénéfice, régler toutes leurs dettes et mettre de côté pour la période à venir. Quand le pétrole ne sera plus ce qu'il a été tout au long de leur histoire jusqu'à présent. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent dans une mauvaise situation. Et je ne pense pas que ce soit très différent dans les autres États du Golfe. Peut-être un peu, mais pas vraiment, ni dans leur comportement, ni dans leur dépendance. Alors oui, ils veulent un grand accord de swap avec l'Amérique. Ils veulent mettre la main très vite sur beaucoup de dollars. Et c'est exactement ce que permet ce type d'accord, parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est le même problème. L'indépendance vis-à-vis de l'OPEP et le swap leur permettent de gérer une situation désespérée. Tout cela veut simplement dire que l'Iran a encore plus d'influence sur cette situation qu'on ne le pensait. Dernier point, et je sais que ce sont des sujets assez différents, mais ils sont liés. Les États-Unis ont annoncé avec beaucoup de fierté que leur croissance économique actuelle est de 2% par an. Alors, pour les États-Unis, c'est plutôt pas mal. La Chine, elle, est autour de 5%. Et cette relation, où les Chinois croissent 2 à 3 fois plus vite que les États-Unis, elle se maintient depuis plus de 30 ans. La Chine rattrape son retard. Et même, elle dépasse. Et les mesures même que Scott Bessent évoque, du genre « on va vous faire ci, on va vous faire ça », quelqu'un devrait le prendre par les revers de sa veste et lui dire « Tu te trompes, mon vieux. Ce n'est pas toi qui agites la queue du chien. Tu es en train de devenir la queue d'un autre chien. Et tu es en train d'apprendre à ce chien comment te traiter différemment dans quelques années. Tu devrais y réfléchir avant de continuer à cimenter cette alliance désastreuse entre la Chine, la Russie et l'Iran. » Nima, j'ai le choix. Tu as commencé par me demander quel était l'effet des sanctions américaines, puis Richard a évoqué la question des accords d'échange. J'ai pas mal de choses à dire sur les deux sujets. Lequel veux-tu que j'aborde? Je pense qu'il vaut mieux commencer par les sanctions et par la manière dont Scott Bessent essaye de faire pression sur une économie. D'accord. Il est clair que Trump a été informé par ses militaires qu'une invasion terrestre est exclue et qu'une attaque aérienne, même limitée, l'est aussi. Autrement dit, les États-Unis ne peuvent pas mener la riposte militaire que Trump considérait jusque-là comme la principale menace, parce que l'armée lui a dit clairement « on va perdre ». Tous les scénarios qu'ils ont simulés montrent à quel point la défaite serait lourde. Alors, que peut faire Trump? Tout ce qu'il peut faire, c'est imposer des sanctions. Il a donc abandonné la stratégie militaire pour la confier en gros à Bessent, sur le terrain des sanctions financières. Et ça veut dire des points d'étranglement. Or, tous ces points d'étranglement, comme l'a dit Bessent, au fond, tout ça tourne autour de la Chine.
L'idée, en fait, c'est d'empêcher la Chine de tirer profit de la reprise du commerce de l'OPEP et surtout du commerce avec l'Iran lui-même, qui est libellé en monnaie chinoise et qui en gros sera basé en Chine. Alors que peuvent faire les autres pays pour faire face à tout ça? Ils se retrouvent tous devant le même problème. S'ils ne font rien, s'ils laissent Trump imposer ces sanctions qui empêchent leurs banques de traiter les dépôts, les transactions ou les transferts de paiement venant d'Iran, eh bien ces banques risquent tout simplement de se retrouver hors jeu. La seule façon pour eux de s'en sortir, et ça prendra peut-être un peu de temps, c'est de se libérer de toutes ces menaces. Alors, comment on fait ça? Autrement dit, je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est la stratégie du rope-a-dope. Par exemple, les États-Unis ont essayé de menacer d'autres pays en disant « Si vous ne suivez pas notre ligne diplomatique, on va bloquer toutes vos banques étrangères du système de compensation bancaire SWIFT. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a créé une alternative, le système de paiement interbancaire transfrontalier, qui facture beaucoup moins cher le traitement des transactions que SWIFT. Du coup, les pays ont maintenant une autre option que le système SWIFT. Et ça, c'est un modèle de ce qu'ils peuvent faire pour faire face aux sanctions financières imposées par Trump. Si Trump décide d'utiliser le système du dollar et le système financier international comme une arme, un peu comme il a essayé de le faire avec le système SWIFT, qui est censé être géré depuis la Belgique, alors l'alternative, c'est de créer un système indépendant, mais parallèle pour tout ça. Et on pourrait dire que oui, les États-Unis pourraient bloquer toutes les transactions avec ces banques. Mais là, on parle d'une destruction financière mutuelle assurée. Les États-Unis disent « Nous allons détruire votre économie, votre système financier, celui dont vous avez besoin pour faire tourner votre économie, si vous ne mettez pas l'Iran et la Chine à l'écart, comme nous l'avons demandé. » Eh bien, la seule chose à faire, c'est de l'appeler au bluff et de dire « Très bien, essayez de tout geler. Nous allons travailler ensemble, aussi vite que possible, pour créer un système alternatif. » Ainsi, à l'avenir, nos banques deviendront totalement indépendantes, tellement indépendantes des États-Unis que vous n'aurez plus aucun pouvoir sur nous pour créer un point d'étranglement comme celui-ci, parce que nous ne passerons plus par vous. Nous sommes en train de tout dédollariser, et il leur faudra sans doute quelques années pour y parvenir. Mais ce que fait Trump, encore et encore, c'est d'armer la finance, d'armer le commerce. Et la même chose produit avec ce mène d'armes comme de Bretord. Que peuvent faire les autres pays? Eh bien, d'abord, ils peuvent dire « Très bien, vous allez couper notre approvisionnement en pétrole. Dans ce cas, nous allons réorienter notre commerce énergétique vers la Russie, l'Iran et d'autres pays amis, et nous éloigner des États-Unis. Mais surtout, et c'est un point que les écologistes ont beaucoup souligné cette dernière semaine, nous pouvons sortir du pétrole, du gaz et des émissions de carbone. Nous pouvons aller vers l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le nucléaire. Le paradoxe, c'est que ces trois alternatives au pétrole et au gaz reposent sur des technologies développées par la Chine. Et donc ce que fait Trump en instrumentalisant le système SWIFT, les banques et le commerce du pétrole, c'est pousser les autres pays à se tourner vers la Chine pour tout cela. Au final, tout ça va être destructeur, parce que ça pousse d'autres pays à s'éloigner d'un système international fondé sur la capacité des États-Unis à transformer l'économie mondiale en point d'étranglement. Alors l'échelle joue un rôle important ici. Plus il y a de pays qui sortent de ce système américain de point d'étranglement, plus il devient facile de rejoindre une alternative. Une alternative qui redonne au commerce et à l'investissement leur sens d'origine,
avant que les États-Unis ne transforment tout en armes. L'idée, c'est de faire du commerce et de l'investissement un système de bénéfices mutuels, ce qui est d'ailleurs le principe de base de la politique chinoise. Tout cela va créer, à court terme, un risque de rupture dans l'économie mondiale. Et alors, que va-t-il se passer? C'est justement la transition vers ce que Richard vient d'expliquer. Quel est le lien avec le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP? Voilà le problème auquel l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont confrontés, exactement comme Richard l'a expliqué. Eux aussi sont très endettés, malgré tous les investissements qu'ils ont aux États-Unis. Alors, que vont-ils faire? L'Arabie saoudite a déjà annoncé ce qu'elle comptait faire. En gros, ils disent « On ne va plus pouvoir exporter du pétrole, encaisser les revenus, puis les transférer sur nos comptes américains pour les réinvestir dans des obligations ou des actions américaines, afin de gagner encore plus d'argent. » En réalité, ils doivent combler le manque à gagner nécessaire pour maintenir à flot beaucoup de leurs entreprises. Ils doivent donc commencer à vendre leurs investissements aux États-Unis. Le problème, c'est que ces placements ne concernent pas seulement les obligations du gouvernement américain, dont la valeur a baissé à mesure que les taux d'intérêt ont augmenté. Mais beaucoup de ces placements sont des investissements en capital privé, donc non liquides. Et l'économie américaine, en ce moment, est elle-même l'économie la plus endettée et la plus fortement leviérisée au monde, exactement comme en 1929, juste avant la crise boursière qui a déclenché la Grande Dépression mondiale. Donc, les Émirats arabes unis ont le même problème que l'Arabie saoudite. Imaginons qu'ils veuillent vendre leur participation dans Blackstone parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans ce type d'investissement en capital privé. Le problème, c'est que Blackstone a bloqué les retraits du système. Et il y a beaucoup d'autres fonds de capital privé dont tout le monde essaye de sortir pour au moins récupérer ce qu'ils avaient investi au départ. Mais les investissements qu'ils ont dans beaucoup de ces entreprises technologiques et dans ces fonds d'investissement se vendent aujourd'hui avec une forte décote, 20-30% de moins si vous retirez votre argent maintenant. Parce qu'on se rend compte, comme Jamie Dimon l'a dit ces derniers jours, que tout le système financier américain est surendetté. Alors, que peuvent faire les Émirats arabes unis face aux États-Unis? Ils disent, écoutez, votre attaque contre l'Iran, vous ne nous en avez pas parlé. Vous ne nous avez pas consultés avant d'attaquer l'Iran. Ça nous pose un vrai problème financier. Vous nous mettez dans une situation où nous devons vendre nos investissements américains que nous avons recyclés dans votre économie avec une énorme perte. Et donc Bezant a dit, eh bien, nous avons une alternative. Ce sont les accords de swap. Au lieu que vous soyez obligé de vendre, disons, 100 millions de dollars de vos investissements en titres américains et de faire chuter leur valeur au passage, on va créer un accord de swap. Vous nous donnez 100 millions de votre monnaie et on vous donne 100 millions de dollars américains en échange. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vendre vos placements et donc vous n'entraînez pas de krach sur le marché américain. C'est tout ce qui intéresse vraiment Bezant. Il ne cherche pas à sauver l'Iran ou l'Arabie saoudite d'une perte. Ce qu'il veut, c'est éviter que le système bancaire et le marché financier américain subissent des pertes. Et ce que Bezant a dit, c'est que ce qu'on a fait pour les Émirats arabes unis, on peut le faire pour tous les autres pays. En ce moment, on assiste dans tout le Sud global à une crise provoquée par la hausse des prix de l'énergie. Eh bien, que peut faire Bezant? Ces pays disent alors aux États-Unis, à cause de votre guerre avec l'Iran, du blocage du transport de pétrole par le détroit d'Ormuz et de la hausse des prix,
On ne peut pas à la fois importer le pétrole dont on a besoin pour faire tourner nos usines et éclairer nos maisons et rembourser les dettes qu'on a envers vous. Donc on va devoir réduire quelque chose et on va devoir faire passer nos propres intérêts avant tout parce qu'on ne va pas laisser notre économie s'effondrer juste pour rembourser tous les prêts que vous nous avez accordés afin de financer un système dans lequel vous nous avez enfermés et où nos déficits ne cessent d'augmenter. Alors je pense que Besant dit simplement, on va imprimer de l'argent. On va transformer l'économie mondiale entière en ce qu'on a fait de l'économie américaine, une sorte de système de Ponzi. Nous allons vous prêter l'argent nécessaire pour rester à flot, pour faire tourner tout ce système qui fonctionne en déficit permanent. On va simplement continuer à imprimer de la monnaie pour maintenir au moins le système financier à flot. C'est ça en réalité. Et donc d'un côté, on essaye de soutenir le système financier avec ses échanges, et de l'autre, on menace de bloquer toutes les banques des pays qui ont des comptes iraniens. Et je pense que ça concerne beaucoup de pays. En faisant ça, ils menacent de faire s'effondrer le système financier. C'est ce qu'on appelle une contradiction interne dans toute la stratégie impériale américaine. À un moment, quelque chose doit céder, d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, l'économie mondiale risque d'être brisée et de s'effondrer à cause de l'attaque des États-Unis contre l'Iran et des conséquences d'une hausse brutale des prix du pétrole et du blocage total du commerce pétrolier.